Bonjour. Alors dans cette dernière vidéo sur ce chapitre des grandeurs et lois fondamentales de l'électromagnétisme classique, nous allons regarder la grandeur sûrement star de la physique. Je veux parler de l'énergie. Donc on a déjà parlé un petit peu d'énergie il y a quelques chapitres lorsque on s'intéressait à des particules qui étaient plongées dans un champ électrique. Et on avait vu qu'à ce moment-là, cette particule gagnerait de l'énergie cinétique et qu'on pouvait, pour simplifier l'étude de certains problèmes, utiliser l'énergie potentielle associée à la force électrique, EP égale Q fois V. Mais ici, on va se placer entre guillemets à un étage supérieur, on va regarder de plus loin, on va s'intéresser à l'énergie de l'objet champ électromagnétique. En effet, le champ électromagnétique, c'est un objet physique. On est dans ce paradigme-là. Du coup, comme tout objet physique, il doit y avoir une énergie associée au champ électromagnétique. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et ce qui va être intéressant, c'est la manière également dont nous allons démontrer cette existence de l'énergie électromagnétique et également d'une grandeur qui va caractériser le transfert de l'énergie électromagnétique. Alors donc pour commencer, voyons comment faire pour introduire ces grandeurs énergétiques. Eh bien, nous allons faire un raisonnement sur la nécessité de la conservation de l'énergie électromagnétique. Autrement dit, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'elle est, mais on va postuler qu'elle se conserve. Du coup, on va faire un raisonnement qui est quasiment identique à la loi de conservation de la charge électrique. Donc, si vous vous souvenez plus trop, je vous invite à re-regarder la vidéo. Et donc, on va aller vite sur ce raisonnement, parce qu'il y a il y a encore pas mal de choses à voir derrière. Donc, le principe, c'est, on est dans une zone de l'espace où existe un champ électromagnétique, donc un champ électrique et un champ magnétique associés. Donc là, je fais quelque chose de très abstrait, je précise rien. Simplement, je vais définir un volume abstrait taux fixe dans le référentiel d'étude qui va me permettre de définir un intérieur et un extérieur. Et je vais dire que à l'intérieur de ce volume taux, puisqu'il existe un champ électromagnétique, eh bien, il existe une énergie électromagnétique à l'intérieur à un instant t, et cette énergie, elle peut varier au cours du temps. Et donc ce qu'on va dire, c'est que si cette énergie varie au cours du temps, eh bien, il ne peut y avoir que deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a eu un échange d'énergie électromagnétique avec l'extérieur. Donc, il y a de la puissance électromagnétique qui est sortie ou qui est rentrée dans ce volume via la surface qui entoure le volume qu'on va appeler S. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est ce qu'on avait vu avec la conservation de la charge. Mais ici, il y a une deuxième possibilité. Parce qu'on va ne s'intéresser qu'à l'énergie électromagnétique. On ne s'intéresse pas à l'énergie totale. Donc, ça veut dire que cette énergie électromagnétique, elle peut se transformer dans une autre forme d'énergie. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, dans la zone de l'espace que j'ai définie, eh bien, il peut y avoir des particules chargées. Et du coup, ces particules chargées vont interagir avec le champ électromagnétique, ou plutôt vont être couplées avec le champ électromagnétique, donc vont subir des forces. Et à partir de ces forces, eh bien, les particules vont pouvoir changer d'état de mouvement, se mettre en mouvement ou changer de vitesse. Donc, ça veut dire que ces particules vont soit absorber de l'énergie électromagnétique pour la transformer en énergie cinétique en premier lieu, puis après cette énergie cinétique, elle peut être transformée en une autre forme d'énergie, par exemple en énergie thermique, en chaleur, c'est l'effet Joule. Mais il peut aussi y avoir l'inverse, ça peut être, eh bien, les particules chargées qui sont contenues dans taux, eh bien, elles peuvent changer de mouvement de telle sorte à créer de l'énergie électromagnétique. C'est par exemple ce que va faire une antenne. Donc en tout cas, tout ça pour dire que par rapport au raisonnement qu'on avait avec la conservation de la charge, ici, il peut y avoir disparition ou création d'énergie électromagnétique parce qu'on ne considère que la forme de l'énergie électromagnétique.
Je ne suis pas en train de dire que l'énergie totale ne se conserve pas, je suis en train de dire que l'énergie électromagnétique peut ne pas se conserver parce qu'elle peut se transformer dans une autre forme d'énergie. Donc du coup, quand on fait le bilan, eh bien, on peut dire que la variation temporelle de l'énergie électromagnétique à l'intérieur de ce volume, alors d'ailleurs ici j'aurais pu utiliser des dés droits, et bien donc cette variation temporelle d'énergie, eh bien elle est due à deux choses. Si l'énergie varie, c'est parce qu'il y a de la puissance électromagnétique qui traverse la surface, et également parce qu'il y a de la puissance qui se transforme dans une autre forme. Alors pardon, oui, qui se transforme, mais dans une autre forme, c'est inclus dans le mot transforme. Bref, et donc pourquoi des signes moins? Eh bien vous revoyez la vidéo sur la conservation de la charge. Donc ça c'est la forme, c'est le bilan, on va dire macroscopique. Mais ce bilan, on peut également l'écrire sous forme locale. Donc en utilisant notamment le théorème de Green-Ostrogradsky. Donc à nouveau, vous voyez la vidéo sur la conservation de la charge. Du coup, la variation temporelle de l'énergie totale, eh bien, en local, ça va se transformer en la variation temporelle de la densité d'énergie électromagnétique. La densité d'énergie électromagnétique, c'est-à-dire c'est l'énergie par unité de volume. Donc l'unité, ça va être joule par mètre cube. Ensuite, la puissance qui sort, on peut utiliser le flux ici d'un champ de vecteurs qui traverse la surface. Et ça, du coup, quand on le transforme en local avec Green-Ostrogradsky, ça nous donne la divergence de ce champ de vecteurs. Donc ce champ de vecteurs, il va être caractéristique de la puissance électromagnétique qui traverse, qui sort du volume par la surface. Et puis, ici, il va y avoir du coup la puissance volumique d'énergie électromagnétique, enfin la puissance volumique électromagnétique qui est transformée dans une autre énergie. Donc ça sera quelque chose d'algébrique évidemment. Du coup, ça sera positif ou négatif selon que c'est transformé dans une autre forme ou c'est une autre forme qui se transforme en énergie électromagnétique. Et donc pour l'instant, ce terme-là, vu qu'on ne l'avait pas avec la conservation de la charge, eh bien, on ne sait pas trop quelle tête il va avoir. Et donc ça va être la première étape de notre démonstration, ça va être essayer de trouver, parce qu'on connaît les formes des deux autres termes, mais maintenant on va essayer de trouver la forme que va avoir ce terme. Donc je rappelle, ça va être la puissance volumique. Donc c'est pas la puissance, c'est pas en watts, ce sera en watts par mètre cube. Parce que quand on passe en local, on a des grandeurs volumiques. Voilà, alors du coup vous allez sûrement mieux comprendre quand on va exprimer cette puissance transformée. Alors allons-y. Donc on va essayer d'établir cette puissance donnée à la matière via les particules chargées. Alors on va faire une démonstration un petit peu simplifiée, parce que c'est déjà assez dense comme ça, mais ça va nous permettre malgré tout d'avoir une idée assez précise de comment on fait pour démontrer clairement cette expression. Donc considérons un volume de l'espace. Alors, par exemple, considérons, pour que les idées soient un peu fixées, donc là j'ai un conducteur dans lequel il y a un courant qui circule. Donc j'ai des particules chargées qui se déplacent. Donc je vais supposer que toutes les particules chargées se déplacent avec la même vitesse V0. Alors en réalité, évidemment, ce n'est pas vrai, mais en moyenne, eh bien, V0 sera la vitesse moyenne des particules. Donc il y a une dispersion des vitesses autour de V0, mais globalement, il y a un mouvement d'ensemble des particules. Et donc V0, c'est cette vitesse d'ensemble. Ensuite, donc, je vais définir un petit volume. Alors sur le schéma, ça va pas être un tout petit volume, mais on a l'idée, donc un volume mésoscopique d'étau, ici, centré en un point M. Donc en réalité, il y a des milliards de particules. Sur mon schéma, il n'y en a que quelques-unes. Et c'est pour comprendre l'idée. Donc dans ce volume d'étau, il y a plein de particules. Et donc toutes ces particules sont en mouvement. Et elles vont être soumises à un champ électromagnétique. Donc, par exemple, je vais avoir un champ électrique qui va être plutôt comme ceci. Et un champ magnétique, par exemple, qui va être comme ceci, à l'instant considéré.
Donc chaque particule à l'intérieur de ce volume d'étau va subir la force de Lorentz, donc la force électromagnétique. Cette force de Lorentz, donc, elle s'écrit Q fois le champ électrique au point considéré, plus la vitesse de la particule vectorielle, le champ magnétique au point considéré. Donc cette force, je l'appelle Fi, parce que du coup, c'est la force d'une particule que j'appelle numéro I. Et donc, dans ce volume d'étau, il y a plein de particules, un nombre de particules que je vais appeler par exemple dn. Donc il y en a plein, mais par rapport au nombre total de particules, ça reste quand même un petit nombre. Tout est relatif. Du coup, maintenant, si je m'intéresse à la force totale que subissent l'ensemble des particules dans des taux, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la résultante des forces. Donc je vais dire que la force totale de toutes les particules dans des taux, c'est la somme sur I de tous les Fi. Et cette force totale, je vais l'appeler dF. Parce que macroscopiquement, ça reste une petite force vu que je ne m'intéresse qu'aux particules dans des taux. Donc dF est égal à la somme des Fi. Donc je ne précise pas de où à où, hein, c'est la somme sur I, ça veut dire somme pour toutes les particules dans des taux. Et donc il faut que je fasse la somme de cette expression-là. Sauf que, on rappelle que dans la description à l'aide de champs continus, eh bien en fait on considère que dans tout le volume des taux mésoscopiques, eh bien il y a partout le champ électromagnétique E en M à l'instant T et B en M à l'instant T. C'est ce découpage-là qu'on a utilisé. Donc ça veut dire que quand je fais la somme des forces de Lorentz appliquées à chacune des particules, eh bien le champ est le même et la vitesse est la même par hypothèse. Donc finalement, quand je fais la somme, je peux mettre en facteur E, je peux mettre en facteur V0 vectoriel B. Alors je pourrais aussi mettre en facteur Q parce que par hypothèse, j'ai choisi un type de particule pour faire cette démonstration. D'accord, par exemple, je n'ai pris en compte que les électrons. Donc ça veut dire que je n'ai, dans un métal, pas pris en compte les ions qui sont fixes. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce que justement, vu qu'ils sont fixes, eh bien ces ions ne vont pas gagner de la puissance grâce au champ, parce qu'en fait ils ne peuvent pas se déplacer. Donc ici, toute cette démonstration ne se fait qu'avec un type de particule en mouvement. C'est important parce que sinon il y aura des choses qui ne seront pas totalement justes par la suite. Mais si je prends qu'un seul type de particule, c'est bon. Alors voilà donc la force totale qui s'applique aux particules en mouvement dans le volume d'étau. Alors cette force totale, je vais essayer de l'exprimer en fonction des grandeurs caractéristiques continues qu'on a déjà définies depuis le début de l'électromagnétisme. Alors comment ? C'est pas très compliqué. La somme des Q dans le volume d'étau, eh bien, c'est ce que je peux appeler dQ, c'est-à-dire la somme totale des charges dans d'étau. Or, dQ, eh bien, c'est égal à la densité de charge fois d'étau. Donc finalement, le premier terme, ça va être ρ d'étau fois E. Ensuite, l'autre terme, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a la vitesse, du coup il y a le déplacement, donc on va faire intervenir le vecteur densité de courant J. Alors J, je vous rappelle, on l'avait vu dans le chapitre d'avant, J, lorsqu'il n'y a qu'un seul type de porteur, c'est égal à NQV. Donc V, c'est la vitesse moyenne, Q, c'est du coup la charge de chacune des particules, et N, c'est la densité particulière, c'est-à-dire c'est le nombre de particules par mètre cube. Donc par exemple ici, le nombre d'électrons dans un mètre cube. Du coup, petit n, eh bien, on peut l'exprimer comme étant le nombre de particules dans des taux divisé par des taux. C'est bien la densité particulière d'électrons. Du coup, j'en déduis que si je fais passer le d'étau de l'autre côté, J d'étau, c'est égal à dn, c'est-à-dire le nombre d'électrons dans des taux fois Q, fois la vitesse moyenne V. Or, dn fois Q, c'est quoi ? Dn, c'est le nombre d'électrons, et Q, c'est la charge d'un électron. Donc dn fois Q, eh bien, c'est dQ. Et dQ, alors attendez, c'est où je me suis trompé. Je crois que j'ai dit une bêtise.
Non, non, pardon, c'est bon. dq, c'est ρ d taux. On l'a écrit juste à côté. Non, pardon, oui. Oh là là, j'ai bugué, excusez-moi. En fait, voilà. Du coup, dq, c'est la somme des q. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on voit que eh bien, somme des q fois v0, c'est-à-dire dq fois v0, eh bien, c'est égal à j des taux. Voilà. Donc, ça, en fait, on n'en avait pas besoin. Donc, finalement, cette force appliquée à l'ensemble des particules de d taux, eh bien, c'est égal à ρ des taux plus j des taux vectoriel b. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Du coup, je mets le d taux en facteur. Donc, df, c'est égal à ρ fois e plus j vectoriel b fois d taux. Du coup, même si ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, je peux en déduire ce qu'on appelle la force volumique électromagnétique. Donc, je dis que la force volumique, c'est égal à la force qui s'applique à l'ensemble des particules divisée par le volume des taux. Donc, ça me donne la force volumique, et elle s'exprime comme étant ρ fois E plus J vectoriel B. Alors bon, ça c'est une parenthèse, parce que du coup, nous, ce qu'on veut, je vous rappelle, c'est la puissance électromagnétique donnée aux particules. Alors du coup, comment on va faire pour exprimer cette puissance? Eh bien, on réutilise ce qu'on sait de première année. Donc on sait que le travail élémentaire donné à un objet soumis à une force est égal à F scalaire le déplacement de la particule, de l'objet. Or, la puissance donnée, ça va être le travail donné divisé par dt. Donc, la puissance donnée à une particule petit i, ça va être la force qu'elle subit fois le déplacement pendant dt divisé par dt. Or, ça, le déplacement sur le temps, c'est ce qu'on appelle la vitesse, et la vitesse, on a fait par hypothèse qu'elle était égale à V0. Donc finalement, la puissance donnée à une particule de d taux, c'est Fi scalaire V0. Du coup, si je m'intéresse à la puissance donnée à l'ensemble des particules de d taux, eh bien, je vais faire la somme de toutes les puissances reçues par chaque particule. Donc ça va être la somme des Fi scalaire V0. Or, V0, je peux le sortir de la somme, donc ça fait somme des Fi, et somme des Fi, on l'a vu juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle df. Donc la puissance donnée à l'ensemble des particules de d taux, c'est égal à la force totale appliquée aux particules de d taux fois la vitesse moyenne V0. Ensuite, donc, je remplace df par ce qu'on a trouvé à la diapo d'avant. Donc on a toujours df scalaire V0. Et puis ce que je vais faire, c'est que puisque dans ma loi de conservation locale, j'ai besoin de la puissance, mais volumique, eh bien, je vais diviser par d taux pour avoir la puissance volumique. Donc la puissance volumique, ça va être égal à la puissance donnée à toutes les particules de d taux divisée par d taux. Alors, pardon, j'ai sauté une étape. Il faut donc exprimer cette puissance dp. Et donc je vais, pour ça, faire le produit scalaire. Donc je vais distribuer V0 à chacun des termes. Alors quand je multiplie scalairement V0 à ρ fois E, eh bien finalement je vais avoir ρ fois V0 fois E. Et ρ fois V0, alors on l'a écrit ici, donc on l'a démontré au-dessus, ρ fois V0, c'est J. Donc finalement, ce terme fois V0, c'est J fois E. Okay, puisque ρ fois V0, c'est J. Donc on a J fois E ici lorsque je distribue V0. Pour le deuxième terme, on obtient J vectoriel B scalaire V0. Donc on a un produit mixte. Or, J, c'est ρ fois V0. Et on sait que le résultat d'un produit vectoriel est perpendiculaire au produit vectoriel. Donc ça veut dire que le résultat de ce produit vectoriel est perpendiculaire à V0. Donc si je multiplie scalairement par V0, eh bien je vais avoir un produit scalaire entre deux vecteurs qui sont perpendiculaires, et donc ça fait 0. Donc du coup, quand je distribue, ça fait rien. Et donc on se retrouve avec la puissance volumique, donc en divisant par des taux, qui est égale juste au premier terme, donc qui est égale à J scalaire E. Donc ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est que une particule plongée dans un champ électromagnétique subit une force de Lorentz qui dépend des deux champs, mais il n'y a que le champ électrique qui donne de l'énergie, c'est-à-dire qui va faire varier la norme de la vitesse. Du coup, le champ magnétique, il ne sert qu'à
changer la trajectoire de la particule, à la faire tourner. Mais en termes énergétiques, il n'y a que le champ électrique qui joue. Voilà donc pour cette puissance volumique. Alors on va pouvoir avancer puisque donc désormais on connaît la forme, si je remonte, du troisième terme, du troisième larron ici, puissance électromagnétique transformée. Donc c'est elle, J scalaire E. Du coup reprenons le raisonnement. Donc on a dit la conservation, ou plutôt la non-conservation de l'énergie électromagnétique, ça doit s'écrire avec localement un terme qui est la variation temporelle de la densité d'énergie électromagnétique, plus un terme qui doit traduire le passage, le transfert de l'énergie électromagnétique à travers la surface, donc qui sort ou qui rentre, et puis un troisième terme qui représente du coup l'énergie qui, à l'intérieur du volume, donc localement, ici, va se transformer en autre chose, ou autre chose qui se transforme en énergie électromagnétique. Donc on doit avoir cette égalité-là. Alors du coup, maintenant, ce terme-là, on connaît son expression en fonction de nos grandeurs fondamentales, donc ici J et E. Mais par contre, les deux autres termes, on ne connaît absolument pas leur expression. On ne sait pas du tout ce que ça vaut. Et c'est là qu'est la force de ce raisonnement. Alors on va se dire que, de toute façon, tout doit être dans les équations de Maxwell et la force de Lorentz. Alors la force de Lorentz, on l'a déjà utilisée pour démontrer ce terme-là. Donc ça veut dire que, en fait, il me reste que les équations de Maxwell comme indice pour trouver les deux autres grandeurs. Ces deux autres grandeurs, elles doivent être entre guillemets cachées dans les équations de Maxwell. Et du coup, pour les faire apparaître, eh bien, on va se dire que, à partir des équations de Maxwell, je vais essayer de faire apparaître cette équation. Parce que si je fais apparaître une équation semblable avec d'abord la dérivée temporelle d'un terme, ensuite la divergence d'un autre terme, et puis ce terme-là qui est J scalaire E, eh bien ça veut dire que ça sera l'équation caractéristique de la conservation ou la non-conservation, comme on veut, de l'énergie électromagnétique, et donc je pourrais par là identifier le premier terme et le deuxième terme en fonction de ce que j'aurais obtenu. C'est plutôt... moi je trouve ça vraiment intéressant comme raisonnement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors ça demande quelques lignes de calcul, c'est pas super sympathique, mais bon ça se fait. Et on va avoir besoin d'une relation ici qui est donnée. C'est que la divergence du produit vectoriel entre deux vecteurs eh bien, s'exprime avec le produit scalaire entre chacun des vecteurs et le rotationnel de l'autre. Alors vous allez voir pourquoi on en a besoin. Alors, du coup, comment commencer? Parce que ça a l'air quand même compliqué cette histoire. Eh bien, ce qui va nous guider, c'est ce terme-là. On sait que dans l'équation, il doit y avoir ce terme-là, c'est-à-dire il doit y avoir J scalaire E. Alors, rappelons les équations de Maxwell et vous allez voir que c'est assez naturel. Comment on va commencer? Donc, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Divergence de B est toujours nulle. Rotationnel de E, c'est moins la variation temporelle de B. Et le rotationnel de B, c'est mu0 fois la densité de courant plus mu0 epsilon 0 fois la variation temporelle du champ électrique. Alors, essayez de deviner à partir de quelle équation on va commencer la démonstration, sachant qu'on veut faire apparaître ça, et donc on veut faire apparaître J scalaire E. Ok, c'est pas très compliqué, puisqu'il n'y a qu'une équation qui contient J. Donc forcément, on va partir d'elle. On va partir d'elle, et puis vu que j'ai besoin de J scalaire E, eh bien, je vais le faire apparaître. Et comment le faire apparaître sans que ce soit de la magie? Eh bien, je vais multiplier chaque membre de cette équation par E. Donc je vais faire E scalaire Maxwell-Ampère. Donc à gauche, pour l'instant, je fais juste E scalaire rotationnel de B, égale mu0 fois E scalaire J. Donc on rappelle que le produit scalaire est commutatif, donc en fait on s'en moque d'écrire E avant ou après. Plus mu0 epsilon 0 fois E scalaire la dérivée temporelle de E. Alors ça y est, on a ce terme-là. Donc ça veut dire qu'en fait, on va juste avoir besoin de bricoler un petit peu les autres termes pour faire apparaître les deux termes manquants. Alors déjà l'idée, c'est qu'on voit qu'on a un vecteur scalaire le rotationnel d'un autre.
tiens, on va peut-être pouvoir utiliser ça, et ça va faire apparaître une divergence. Et puis là, on a un terme avec une dérivée temporelle. Alors le problème, c'est que on a un autre terme qui dépend du temps ici. Donc on n'a pas la dérivée temporelle d'un terme, on a un terme fois la dérivée temporelle d'un autre. Alors il va falloir bosser un petit peu là-dessus. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on connaît déjà depuis longtemps, c'est le fait que u fois u', eh bien on peut un petit peu le transformer. En effet, si vous faites u carré le tout prime, eh bien ça vaut 2 u'. Donc autrement dit, ça veut dire que une grandeur fois sa dérivée, eh bien je peux l'écrire comme étant la moitié de la grandeur au carré qu'on dérive. Du coup, ici j'ai e fois la dérivée temporelle de e, donc ça va être égal à 1/2 fois la dérivée temporelle de e au carré. Donc c'est parti, déjà je vais écrire ça. Alors je vais tout diviser par 1 sur mu, sur mu0, pardon. Donc ça fait, alors, du coup, le deuxième terme, ça va faire j scalaire e, ça j'y touche pas. Puis donc le dernier terme, ça va donner plus epsilon 0 fois mu0 qu'on a divisé, donc il n'y est plus, fois 1/2 fois la dérivée temporelle de e au carré. Alors je vous rappelle qu'un vecteur au carré, c'est la même chose que sa norme au carré. Donc ça, on va pouvoir transformer en e sans flèche au carré. Voilà. Et puis ensuite, le premier terme, on va travailler un petit peu dessus. Donc e rotationnel de b. Donc là, c'est comme si je remplaçais v par e et b par w. Et bien ça va être égal à... je pense avoir fait une bêtise. Je crois m'être trompé dans la formule. Je croyais l'avoir corrigé, mais je crois que j'ai pas pris la bonne version. Donc je vais utiliser ça, et puis à mon avis on va avoir un problème de signe, donc c'est parce que j'ai pas pris la bonne formule. Bon. Donc on va dire pour l'instant que c'est bon. Donc on a v rotationnel de w est égal à divergence de v vectoriel w plus, du coup en faisant passer ça de l'autre côté, w scalaire rot de v. Alors c'est parti. Donc on obtient divergence de e vectoriel b moins b scalaire rotationnel de e. Donc j'ai fait apparaître une divergence, donc je suis content. Par contre, j'ai ce terme-là, la b rotationnelle de e, qui m'embête un petit peu. Sauf que ça, en fait, ça va pouvoir se simplifier parce qu'avec Maxwell-Faraday, rotationnel de e, c'est moins db sur dt. Donc finalement, ça se traduit en... Alors pardon, j'ai oublié de diviser par mu0. Donc ça se traduit par b sur mu0 fois moins dB sur dt. Ensuite, je fais la même manip que pour le champ électrique. Ça devient 1/2 de la dérivée temporelle de b carré. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai plus besoin de mettre une flèche. Voilà. Et donc, si je fais passer de l'autre côté les deux termes, eh bien, j'en déduis. Donc, j scalaire e plus le epsilon 0 et le 1/2, je vais le passer à l'intérieur de la dérivée. Voilà. Ensuite, ce terme-là que j'ai fait passer, donc ça devient moins, donc c'est pour ça que c'est faux, d sur dt fois 1/2 de mu0 b carré. Et puis ensuite, divergence, je le fais passer de l'autre côté, donc ça devient moins, divergence de e vectoriel b. Et donc, comme je l'ai dit, je me suis trompé dans la formule. Donc en fait, la formule, il y a un moins ici et un plus ici. Là, j'ai interverti les deux malheureusement. Du coup, quand je remplace, eh bien, v rotationnel de w, c'est égal à w rotationnel de v moins divergence. C'est-à-dire là, si je corrige avec une autre couleur, je vais avoir moins divergence, et au contraire, ici, je vais avoir un plus. Du coup, lorsque je corrige, là j'ai un plus, et là j'ai un plus. Voilà. Ensuite, je mets les deux dérivées temporelles ensemble, puisque
dérivé de A plus B, c'est dérivé de A plus dérivé de B. Et j'en déduis cette relation, qui est bien la dérivée temporelle d'un terme, qui dépend des champs, plus la divergence d'un champ de vecteur qui dépend des champs, plus J scalaire E est égal à 0. Et donc on a bien la forme voulue, et du coup, par identification, eh bien, je vais pouvoir poser que ça, c'est la densité d'énergie électromagnétique, et ça, du coup, c'est le champ de vecteur qui va caractériser le transfert d'énergie électromagnétique. Et ce vecteur, on va l'appeler pi, ou dans d'autres ouvrages, c'est grand R, qui s'appelle le vecteur de Poynting. Alors, du coup, décrivons-les rapidement. Donc la densité d'énergie électromagnétique, on voit que c'est la somme de deux termes, un terme électrique et un terme magnétique. Donc on peut dire que la densité d'énergie électromagnétique, c'est égal à la densité d'énergie électrique plus la densité d'énergie magnétique. Et donc en identifiant voilà, chaque terme. Et donc il faut bien se rappeler que ça, c'est la densité volumique d'énergie. Du coup, si on s'intéresse à l'énergie contenue dans un volume, eh bien, il va falloir utiliser le fait donc, que la densité d'énergie, c'est la quantité d'énergie électromagnétique sur le volume. Et donc, du coup, l'énergie électromagnétique, ça va être l'intégrale de la densité fois le volume. Donc on va faire un exemple à la fin. Et puis ensuite, donc, le vecteur de Poynting, par identification, c'est égal à E vectoriel B sur mu0. Du coup, si on connaît E et B, c'est très facile de déterminer le vecteur de Poynting. Et donc ce vecteur est absolument fondamental pour la fin du cours, parce que du coup c'est lui qui va être caractéristique du transfert d'énergie. Et du coup, quand on utilise des ondes, justement, eh bien, ces ondes vont permettre le transfert d'énergie d'un point à un autre, donc d'un émetteur à un récepteur. Et cette énergie va pouvoir caractériser une information. Donc ce transfert énergétique va être très très important, que ce soit d'un point de vue informatif, mais également d'un point de vue uniquement d'énergie. Par exemple, le soleil nous chauffe grâce au transfert d'énergie électromagnétique. Ce n'est pas de la conduction thermique, c'est vraiment les ondes électromagnétiques qui sont issues du soleil qui nous arrivent et qui nous chauffent. Donc, comment faire pour parler d'énergie une fois qu'on a ce vecteur de Poynting ? Eh bien, comme pour le vecteur densité volumique de courant, ce qui va avoir un sens physique très clair, c'est son flux. Donc on sait que le flux de la densité de courant, eh bien, c'est l'intensité du courant. Et donc ici, en termes énergétiques, eh bien, le flux du vecteur de Poynting, donc qui est écrit ici, eh bien, ça va représenter la puissance électromagnétique qui traverse la surface. Donc la surface S. Donc ça veut dire que quand on connaît le champ électromagnétique dans une situation, eh bien, on va d'abord calculer le vecteur de Poynting, et ensuite, une fois qu'on a le vecteur de Poynting, eh bien, on va pouvoir en déduire la puissance qui traverse une surface en faisant le flux. Donc, je sais pas, par exemple, on veut la puissance reçue par un panneau solaire, eh bien, on va déterminer le vecteur de Poynting, et ensuite, on calcule le flux du vecteur de Poynting à travers la surface d'entrée du panneau solaire. Voilà. Donc, quand on a E et B, on peut déterminer l'énergie dans un volume, et on peut déterminer l'énergie via la puissance qui traverse une surface. Voilà, donc pour finir, un petit exemple pour montrer que, en fait, avec cette démonstration un peu compliquée, eh bien, on retrouve des choses qu'on avait vues en première année. Donc reprenons l'exemple d'un condensateur qui est très large par rapport à la séparation entre les deux plaques. Donc on a démontré que le champ électrique à l'intérieur de ce condensateur, c'était égal à, donc si j'appelle V1 et V2 ici, donc c'est égal à la tension sur l'écart selon EZ. Voilà, donc ça, ce qu'on a démontré avec le fait qu'on négligeait les effets de bord, donc on supposait que les deux surfaces étaient infinies. Du coup, on connaît le champ électrique, donc on va pouvoir remonter à la densité d'énergie électrique. UE, c'est égal à 1,5 de epsilon 0 E carré. Donc ici, ça va être égal à 1,5 de epsilon 0
fois donc V1 moins V2, c'est-à-dire la tension U au carré sur H au carré. Il n'y a pas de champ magnétique au premier ordre, hein, même quand c'est sinusoïdal, si on est dans le RQS, comme on a vu en TD. Du coup, ça reste valable même en régime lentement variable. Donc ça, c'est l'énergie électromagnétique. Et du coup, pour remonter à l'énergie à l'intérieur du condensateur, eh bien, on va dire que l'énergie électromagnétique, c'est égal à la somme de toutes les petites énergies qu'il y a dans tous les petits volumes d'étau, c'est-à-dire densité d'énergie fois d'étau. Alors je développe. Donc ça va être égal à 1 demi de epsilon 0 u carré sur h carré fois d'étau. Alors, d'étau. Donc ici on a un exemple qui est très simple. La densité d'énergie, elle est uniformément répartie. Donc du coup, j'ai pas besoin d'exprimer d'étau parce qu'en fait l'intégrale, elle va s'exprimer très facilement puisque du coup ça c'est constant. Je peux le mettre en facteur de l'intégrale et donc on se retrouve avec l'énergie électromagnétique à l'intérieur du condensateur va être égale à 1 demi de epsilon 0 fois u carré sur h carré fois l'intégrale de d'étau. Or la somme des d'étau, eh bien, c'est le volume total, logiquement. Donc là, ça va être le volume tau. Et le volume ici d'un cylindre, c'est égal à la surface fois la hauteur. Donc c'est S fois H. Ce qui fait 1 demi de epsilon 0 S u carré sur H. Et enfin, on a démontré que la capacité d'un condensateur, c'est égal à epsilon 0 fois la surface d'une plaque sur la distance de séparation. Du coup, eh bien, on se rend compte que l'énergie électromagnétique incluse dans le condensateur, eh bien, c'est égal à 1 demi fois C fois U carré. Et cette expression-là, eh bien, c'est une expression qu'on a démontrée en première année en électrocinétique en utilisant le fait que eh bien, quand on a un condensateur, s'il y a un courant I et s'il est soumis à une tension U, eh bien, la puissance reçue, eh bien, c'est égal à U fois I. Et vu que I, c'est CdU sur dt, eh bien, en fait, on arrive à ça. On arrive à la puissance qui est égale, ça on l'avait démontré, hein, la puissance, donc c'est égal à la dérivée temporelle de 1 demi de Cu carré. Et donc, par identification, on peut dire que l'énergie stockée, c'est 1 demi de Cu carré. Et donc, en fait, on retrouve, à partir des équations de Maxwell, ce qu'on a démontré en électrocinétique. Et ça, P égale U fois I, ça vient uniquement de la force électrique que subissent les particules. Donc, tout est cohérent, et normalement, ça fait plutôt plaisir.